Bienvenue dans cette série de podcasts proposés par l'ACEI, l'Alliance pour une communauté éducative inclusive. En 2021, l'ACEI, en collaboration avec des chercheurs de l'Université d'Ottawa, a mené une recherche auprès des membres enseignants francophones immigrants œuvrant en français, langue seconde, alors FLS. Ce projet a révélé des besoins concrets et formulé des recommandations clés. À travers cette série, nous souhaitons répondre à vos questions, vous soutenir face aux défis rencontrés dans les programmes de FLS et vous outiller pour faire rayonner votre plein potentiel professionnel et promouvoir évidemment la langue française dans les écoles anglophones. Merci à l'équipe de l'ACEI et au ministère du Patrimoine canadien pour leur soutien envers ce projet. Bonne écoute. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Yannick et ce soir, on va aborder un thème et il va se présenter à nous. Bonjour Yannick. Bonjour Diana, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir. Oui, je me présente, je suis Yannick Anlas et je suis directeur adjoint à l'école Notre-Dame à Ajax. C'est pour le conseil de Durham Catholic District School Board. Et avant cela, j'étais à Dufferin Peel, qui est à Mississauga. Donc, j'ai enseigné le français, bien sûr, français immersion, français cadre, français intensif. Et j'ai été aussi conseiller pédagogique de FLS pour le conseil. Et avant de rentrer dans l'enseignement, je ne suis pas né ici. J'ai grandi à l'île Maurice et je suis venu ici en tant qu'immigrant. Donc, je sais que l'auditoire, il y en a beaucoup qui sont issus d'immigration. Donc, j'espère que l'expérience que j'ai et les réponses que je vais donner aux questions de ce soir, peut-être ça va donner un peu d'idées à ceux qui écoutent. Absolument. Alors, commençons tout de suite. Pourquoi la formation continue est-elle essentielle pour les enseignants de français langue seconde? Donc, je vous rappelle, le thème aujourd'hui, c'est vraiment formation continue et accompagnement professionnel des enseignants de français langue seconde. Donc, pourquoi vous pensez que cette formation-là, elle est essentielle pour les enseignants dans le contexte éducatif actuel? Alors, la première chose, bien sûr, pour moi, c'est en tant qu'enseignant, j'ai très bien compris dès le départ que c'est important d'être un apprenant à vie. Et c'est ce qu'on veut de nos élèves. Donc, pourquoi pas en tant qu'enseignant, vouloir apprendre et d'être un apprenant à vie. Et ça va très, très bien avec le curriculum FLS de 2013-2014. Parce que c'est un curriculum qui demande aux enseignants d'enseigner des choses qui sont pertinentes, authentiques et interactives pour les élèves. Donc, quand on pense à la carrière d'un enseignant, un enseignant peut-être enseigne 20 ans, 25 ans, on enseigne peut-être 3, 4 générations d'élèves qui changent. Et donc, quand on enseigne, il faut enseigner des choses qui sont pertinentes, authentiques pour ces différentes générations. Donc, si on commence l'enseignement et on n'apprend pas, on ne continue pas d'apprendre, alors les pratiques, ça doit continuer à avancer. Il faut vouloir innover, il faut pouvoir innover avec les générations qu'on enseigne. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et que ce soit FLS ou autre matière, un enseignant doit vouloir continuer à apprendre, continuer à découvrir ce que le ministère, ce que le conseil, ce que l'école veut de nous. Et bien sûr, l'autre chose, c'est le marché du travail. Le marché du travail très compétitif. Je sais que avoir le français, enseigner le français, c'est un atout, mais moi, je suis un directeur adjoint. Quand je cherche des applicants, quand je cherche du monde à venir travailler dans mon école, je ne cherche pas que l'habileté de pouvoir parler le français. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que ce candidat amène d'autre
que de pouvoir parler le français. Par exemple, on parle des qualifications additionnelles. Quel genre de qualifications additionnelles est-ce que ce candidat a appris? Et donc, c'est un marché compétitif. Donc, il faut continuer à apprendre. Très bien, très bien. Très bon conseil, je dirais même, de continuer à apprendre, d'avoir cette soif-là de toujours apprendre, être un apprenant. Donc, merci pour cela. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, oui, je veux continuer à apprendre, quel type de formation continue sont proposées aux enseignants FLS et quels sont les formats les plus appréciés par les enseignants? Est-ce que c'est en présentiel, en ligne? Est-ce que c'est des ateliers? Surtout vous, directeur adjoint, qu'est-ce que vous voyez là dans le milieu? Alors, la première chose, bien sûr, c'est les qualifications additionnelles. Si on peut le faire, si on a le temps et si bien sûr, ça coûte. Les qualifications additionnelles qui sont offertes très, très souvent par les facultés d'éducation. Donc, pour la plupart, ces qualifications additionnelles sont en ligne. Maintenant, il est important, et vous allez m'entendre dire ça pendant les prochaines questions aussi, il est important pour un enseignant de vouloir chercher aussi, de savoir ce qu'il y a dans le conseil. Donc, au sein du conseil, il y a aussi des qualifications additionnelles qui sont données en présentiel. Donc, si vous préférez le présentiel qu'en ligne, donc je conseille d'aller voir, de faire des recherches. Est-ce que votre conseil a des qualifications additionnelles? Quelles sont ces qualifications additionnelles? Et parce que certains d'entre eux sont au niveau du conseil et sont en personne. Il y a aussi les ateliers qui sont offerts par les conseils scolaires. Donc, encore une fois, il faut chercher. Il faut savoir où chercher. Donc, si vous êtes nouveau dans votre conseil scolaire, demandez à quelqu'un qui a travaillé là pendant quelques années, peut-être même la direction. En tant que directeur adjoint, je suis toujours ravi d'aider, de donner des directions par rapport à où est-ce qu'on peut trouver les ateliers offerts par le conseil. Et donc, et pas seulement dans le domaine du FLS, parce qu'il y a d'autres ateliers qui sont aussi importants pour améliorer l'enseignement des programmes FLS. Par exemple, dans le domaine de l'éducation de l'enfance en difficulté, special education, comme on dit en anglais. Donc, ça, c'est important parce que ça va vraiment améliorer l'enseignement en français, de pouvoir adapter les leçons par rapport aux élèves, par rapport aux différents apprenants qu'il y a devant nous. Et puis encore, au niveau plus local encore, peut-être il y a des enseignants dans votre école que vous pouvez collaborer avec. Si je pense surtout au niveau secondaire, on travaille dans des départements. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que département pour travailler ensemble? Peut-être une planification en équipe, un enseignement en équipe. Parlez à votre directeur, la direction. Qu'est-ce qu'il y a d'accessible à votre école pour pouvoir amener cette formation dans votre école. Donc, ça, ce sont les différents niveaux, au niveau faculté d'éducation, au niveau scolaire, au niveau de l'école même. Merci. Donc, vous avez donné quand même 3 facettes différentes où ce qu'ils peuvent aller se renseigner pour ces formations-là et aussi laisser les personnes savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent. S'ils préfèrent en ligne, en présentiel, en atelier. Donc, voilà. Vous avez partiellement répondu à ma prochaine question, mais encore, si vous pouvez nous donner même un exemple concret de votre parcours. Comment les enseignants de FLS peuvent-ils évaluer leurs besoins en matière de formation continue? Donc, oui, vous avez parlé d'enfance en difficulté, exactement, mais comment évaluer que, ah, ça, c'est quelque chose que je devrais faire et comment trouver des ressources adaptées à leur contexte? Mhm. Donc, je vais me prendre comme exemple, et quand je réfléchis à mon propre parcours
depuis ma première année dans l'enseignement jusqu'à maintenant en tant que directeur adjoint. Et quand j'ai commencé à enseigner, je ne savais pas et si on me demande est-ce que tu veux devenir directeur adjoint, j'aurais dit non. Parce que enseigner les élèves, c'est ce que j'adore et ça me manque quand même, même maintenant. Donc, la chose qui était importante pour moi, c'est de vouloir continuer à apprendre, comme j'ai dit. Et à l'époque, le curriculum était assez nouveau quand j'avais commencé à enseigner. Peut-être c'est venu après quelques années que j'ai commencé, mais ça a fait on a vraiment passé d'une façon d'enseigner le français, c'était un changement assez drastique parce que quand j'ai commencé à enseigner, c'était par exemple les verbes, l'apprentissage de la grammaire, l'apprentissage de l'orthographe, etc. Et ça a vraiment changé avec le curriculum de 2013-2014. Donc, pour moi, c'était très, très important de pouvoir enseigner ce curriculum. Pas créer un espèce d'hybride entre l'ancien curriculum et le nouveau. Je voulais apprendre à vraiment pouvoir le faire. Donc, je me suis assuré que, premièrement, savoir qu'est-ce que le conseil scolaire allait faire pour amener ce curriculum dans les écoles pour qu'on puisse l'enseigner de la bonne façon à nos élèves. Donc, ça veut dire atelier, quel genre d'atelier qu'on va nous proposer. Et aussi, par rapport à l'école même, dans notre département. Encore une fois, je suis un enseignant de l'école secondaire. Dans notre département, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a besoin? Parce que nos examens allaient être différents. Nos activités qu'on allait faire pour les élèves allaient être différentes. Les tâches seront différentes. Donc, comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour pouvoir créer quelque chose ensemble qu'on va adapter aux élèves qu'on a devant nous? Donc, ça, c'était le genre de choses qu'il fallait faire. Donc, encore une fois, on a dû travailler en équipe. Mais même si vous êtes à une école élémentaire, parce que j'essaie de penser à moi-même quand j'étais un conseiller pédagogique, et pour ces enseignants qui travaillent tout seuls dans leurs écoles élémentaires primaires, par exemple dans le programme cadre, même pour eux, ce que moi je suggérais, c'était, OK, on a une école, peut-être 3 écoles avoisinantes, comment est-ce que ces 3 enseignants peuvent travailler ensemble? Donc, et ça demandait quand même du temps, ça demandait parfois du coût, parce que si les enseignants devaient sortir de classe, il faut la suppléance. Mais encore une fois, c'est un travail d'équipe, c'est une collaboration, c'est l'initiative de l'enseignant, c'est de pouvoir parler à la direction. OK, ça, c'est ce qu'on a besoin en classe, ça, c'est ce qu'on a besoin de faire. Et de savoir, l'autre chose que je veux dire, c'est qui est le conseiller pédagogique dans votre conseil? Et ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que si on ne connaît pas cette personne, faites ce devoir. Trouvez cette personne. Parce que ces personnes, comme je l'étais, on veut aider. On veut aider à l'amélioration des programmes FLS dans les écoles. Donc, n'hésitez jamais d'envoyer un courriel à votre conseiller pédagogique de FLS parce que ces personnes vont pouvoir vous donner des choses que vous pouvez faire dans vos écoles. Alors, merci pour cette piste de solution. Prochaine question, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus là, par rapport à la formation continue, quelles compétences spécifiques sont développées lors de la formation continue pour les enseignants de FLS et comment ces compétences-là influencent-elles la qualité de l'enseignement? Alors, je peux penser il y en a plus que 4, mais je peux penser 3 à 4 comme ça, là. La première chose pour moi, c'est la collaboration. Et vous m'avez entendu pendant les 3, 4 dernières questions, j'ai parlé de collaboration avec les enseignants qui sont soit dans votre école, mais peut-être dans les écoles avoisinantes aussi, d'autres écoles au sein de votre conseil. La collaboration, parce que dans, que ce soit atelier, que ce soit,
que ce soit atelier ou que ce soit qualification additionnelle, que ce soit en cours en ligne ou en présentiel, il y a toujours des choses qu'on doit faire ensemble, on doit créer ensemble. Donc, la collaboration, c'est très important. Et je crois vraiment en ça. Parce que quand un enseignant travaille tout seul, c'est pas facile. Donc, pourquoi ne pas rendre la vie plus facile? Et ça, c'est quelque chose que j'ai tout de suite compris dès le départ. On a un département, il y a 6 enseignants dans ce département, allons travailler ensemble. Donc, ça, c'est une compétence qu'on apprend à travers de différentes formations continues. L'autre que je peux penser là, c'est bien sûr les habiletés pédagogiques. Donc, quand on parle de méthodes d'enseignement, les stratégies de gestion de classe, quand je pense à toutes les formations continues que j'ai prises, on parle souvent des méthodes d'enseignement, souvent. Donc, on peut amener ça, appliquer ça dans ce qu'on fait dans notre salle de classe. Et l'autre chose, c'est l'utilisation de la technologie. C'est très, très important. C'est quelque chose que je dirais maintenant, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Pour moi, un enseignant doit pouvoir être confortable. Et donc, quelque part, on doit commencer quelque part. OK? Et donc, ces cours ou ces ateliers, généralement, ça nous offre des idées de comment appliquer la technologie à notre enseignement. Donc, l'utilisation de la technologie, c'est très important parce que nos élèves de nos jours, ben, ils sont tous sur la technologie. Donc, en tant qu'enseignant, c'est important de pouvoir comprendre. Comme ça, on peut les enseigner. Et l'autre chose, la réflexion de soi. Ça, c'est très important. Un enseignant, un bon enseignant, réfléchit toujours sur ce qu'il fait. On prend une leçon, par exemple. Moi, à la fin de chaque leçon, je me disais toujours, qu'est-ce qui a marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et comment est-ce que je peux faire quelque chose demain pour changer ce qui n'a pas marché? Donc, ça, c'est comme ça qu'un enseignant va continuer à apprendre. Et même moi, de nos jours, toujours aujourd'hui, en tant que directeur adjoint, je le fais toujours. C'est la réflexion de soi. À la fin de la journée, qu'est-ce qui a marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas trop bien marché aujourd'hui? Comment est-ce que je peux amener des changements demain pour améliorer ce que je fais? Donc, quand on fait la formation continue, il y a toujours des opportunités de réfléchir à ce qu'on fait et euh, d'être très, très précis par rapport à comment changer ou modifier ce qu'on fait. La CEI est au cœur de l'accompagnement des enseignants francophones issus de l'immigration. La CEI soutient les enseignants francophones issus de l'immigration pour favoriser la réussite et l'inclusion. Merci au ministère du Patrimoine canadien, notre bailleur de fonds, pour son soutien constant. Suivez-nous sur toutes nos pages X, LinkedIn, Facebook et YouTube et sur notre site web aceicanada.org. Absolument, absolument. Donc, merci pour vos réponses. Et on va aller sur un autre volet, mais vous l'avez quand même bien spécifié dans le sens de chercher qui est votre conseiller pédagogique, parce que là, on va parler de l'accompagnement professionnel, qui n'est pas seulement fait par un conseiller pédagogique, donc vous allez élaborer, mais l'accompagnement professionnel joue-t-il un rôle important dans la formation continue des enseignants de FLS? Et si oui, pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'accompagnement efficace? Oui, oui, bien sûr. Très, très important. Comme j'ai dit, un enseignant ne devrait jamais enseigner en isolement. Il faut toujours trouver quelqu'un avec qui travailler. Parce que ça va vraiment améliorer ce qu'on fait pour nos élèves. Donc, la collaboration. La collaboration
au sein de l'école. Et je dirais même que ce n'est pas obligatoire que ce soit un enseignant de FLS. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure là, il y a, par exemple, l'éducation, special education. Le mot en français m'échappe là. Éducation spécialisée. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un enseignant dans votre école qui travaille spécialement dans ce domaine? Donc, travailler avec ces enseignants, c'est très, très important. Le mentorat. Le mentorat est quelque chose qui est très, très important aussi. C'est quelque chose que j'ai participé depuis le départ. Depuis le départ, quand je venais de commencer, avec qui est-ce que je peux travailler, qui a travaillé pendant des années, que je peux apprendre de cette personne. Mais je vais vous dire une chose, c'est que c'est pas seulement la personne qui vient avec moins d'expérience qui apprend, c'est la personne avec l'expérience aussi apprend. Bon, ça bénéficie les deux. La personne qui apprend, en anglais c'est le mentee, et le mentor, les deux apprennent. Donc moi j'ai été les deux, j'ai fait les deux rôles et je dois dire que en tant qu'enseignant, quand j'ai eu mon expérience et quand j'ai vu de nouveaux enseignants arriver, j'ai tout de suite compris que c'était important pour moi de continuer à travailler avec ces nouveaux enseignants parce qu'ils amènent quelque chose de nouveau aussi. Et peut-être ils viennent de sortir de la faculté, peut-être il y a quelque chose qu'ils ont appris à la faculté d'éducation que peut-être que j'aimerais apprendre d'eux. Donc, travailler dans cette relation entre quelqu'un qui est là depuis avant, quelqu'un de nouveau, le mentorat, c'est très, très important au sein d'une école et j'encourage que vous soyez un enseignant avec de l'expérience ou que vous soyez un nouvel enseignant, participer à un mentorat. C'est très, très important. Parfait, parfait. On passe à la prochaine question. Et je pense que ça aussi, vous avez partiellement répondu en disant que c'est toujours important de garder cette soif d'apprendre, hein? Donc, dans quelle mesure les enseignants de FLS bénéficient-ils d'un soutien dans l'application des nouvelles approches pédagogiques et méthodologiques après leur formation continue? Mm-hmm. Et pour moi, la formation continue, quand je pense à la formation continue, c'est pas seulement les choses formelles comme la qualification additionnelle, les ateliers, comprend. Pour moi, ça ne doit pas être juste un check là, et c'est fait. La formation continue, ça continue même après. Donc, quand j'arrive dans ma salle de classe, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Disons que c'est quelque chose à propos de la gestion de ma salle de classe. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment est-ce que je peux mettre ça en pratique dans ma salle de classe? Donc, c'est de continuer avec cela. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça dans l'isolement. Peut-être que vous avez fait partie de cet atelier et peut-être que vous avez fait partie de ce cours et vos collègues n'ont pas fait cette expérience. Mais soyez cette personne qui amène ça au sein de votre école et travaillez avec eux pour dire, hey, vous savez quoi? J'ai appris ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre département ou qu'est-ce qu'on peut faire en équipe pour amener ce que j'ai appris et mettre ça en pratique avec nos élèves. Parce que c'est très facile d'apprendre quelque chose et puis de dire, ben, je ne vais pas mettre en pratique parce que j'ai personne avec qui travailler. Mais quand on travaille en équipe, on a toujours du monde avec qui on peut parler. Donc, ça, c'est quelque chose que j'encourage de faire, c'est de trouver la personne ou quelques personnes au sein de votre école avec qui vous pouvez travailler. Et si, encore une fois, vous êtes un enseignant de français cadre, vous êtes la seule personne dans votre école à enseigner le français, parlez à votre conseiller pédagogique, demandez à votre conseiller pédagogique de vous mettre en contact avec des enseignants dans des écoles avoisinantes. Et vous commencez à travailler avec eux, vous commencez à avoir des relations professionnelles avec ces individus et vous allez voir que franchement, ça fait une grosse différence par rapport à ce qu'on enseigne à nos élèves. Et l'autre chose que je vais dire, c'est
n'ayez pas peur de parler avec votre directeur ou votre directrice, la direction. N'ayez pas peur. Parce que moi, en tant que directeur adjoint, quand j'ai un enseignant qui vient dans mon bureau et qui me voit dans le couloir et me dit, Yannick, j'ai une idée, j'ai envie de faire ça. Bien sûr, en tant que directeur, on a toujours, OK, on a le temps, on a le coût, etc., mais on veut soutenir. On veut soutenir. Donc, n'hésitez pas à parler et voir qu'est-ce que l'école peut faire aussi. Qu'est-ce que la direction peut faire pour emmener certaines choses dans votre salle de classe, que ce soit peut-être des membres de la communauté que vous voulez faire à vos élèves, vous voulez partager avec vos élèves. Donc, encore une fois, c'est important de parler, de discuter et de trouver. Parfait. Alors, on prend bien note. Maintenant, on sait que dans la vie, il n'y a pas seulement des avantages à tout, il y a aussi des inconvénients, peu importe dans qu'est-ce qu'on fait. Donc, selon vous, quels sont les principaux défis rencontrés par les enseignants de FLS lorsqu'ils participent à des programmes de formation continue et comment peuvent-ils surmonter ceux-ci? Pour moi, les deux gros, c'est le temps, bien sûr, parce que le temps, c'est toujours, on a 24 heures dans une journée, il faut pouvoir manger, dormir et se reposer. Donc, le temps, ça fait toujours défaut, comme on dit. Donc, pour prendre, par exemple, un cours, une qualification additionnelle, ça peut durer sur 3-4 mois. Donc, c'est le temps. Donc, si on se voit, on n'a pas le temps, ça peut être un défi, c'est sûr. Ça peut être aussi que le coût aussi, hein, le coût de ces qualifications additionnelles, ça peut être aussi être un défi. Mais je vais revenir sur le temps parce que même quand on a envie de faire des choses à l'école, il y a toujours le temps. Parce qu'on se dit, il faut faire ceci et cela avec mes élèves. Je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir avec mes collègues et en discuter. Et parfois, c'est difficile de faire ça aussi parce que même la direction va vous dire, on a besoin de payer pour un suppléant. Donc, ça, ce sont des défis qui peuvent arriver et que, en tant qu'enseignant, en tant que conseiller pédagogique, en tant que directeur, j'entends. J'entends souvent parler du temps. On n'a pas assez de temps. Et ça, c'est vrai. Mais ce que je sais, de par mon expérience, c'est que il y a une expression en anglais, je n'ai pas cette expression-là en français. Peut-être que vous pouvez me dire comment on le dit en français, mais when there is, même là en anglais, là, there is a will. Oui, there is a way. When there's a will, there is a way. Alors, tant qu'il y a, on va essayer ensemble parce que là, je ne connais pas non plus, mais je pense que lorsqu'il y a la volonté, il y a aussi la façon, le chemin pour y arriver. Donc, on va... Oui. Et c'est ça. Et c'est exactement ça. Quand il y a la volonté de vouloir faire quelque chose, et c'est apprécié par les autres. Oui. Encore une fois, je suis venu ici en tant qu'immigrant. Quand je parle en anglais, avec un accent, aussi bien que je parle en français avec un accent, mais dans les deux langues, mais en anglais aussi, c'est là. Et donc, parfois, au début, j'avais un peu peur d'aller de l'avant, de me faire remarquer, disons. Mais après, je me suis dit non, parce que j'ai vraiment envie d'améliorer ce que je fais. Je veux vouloir toujours améliorer pour mes élèves. Donc, c'est d'aller de l'avant, c'est de parler avec les personnes avec qui vous travaillez, c'est de parler avec la direction de l'école. Et je vais vous dire une chose, c'est apprécier. C'est apprécier les autres. Parce que ça se remarque. Ça se remarque quand quelqu'un veut faire quelque chose. Et donc, oui, il y a des défis, mais si vous voulez vraiment trouver de façon à innover l'enseignement du français dans votre salle de classe, si vous voulez vraiment engager vos élèves, que vous vous dites, vous entendez vos élèves dire, j'adore le français. Et ça, c'est vraiment le but. C'est vraiment le but
du programme de français, encore une fois, quand je pense au français, quand je venais commencer à enseigner, c'était allons apprendre le français de façon rigide. Mais le but du programme avec le curriculum de 2013-2014, c'est vraiment d'encourager nos élèves à vouloir parler le français, à vouloir apprendre le français, à être intéressés d'apprendre le français. Donc, si vous voulez faire cela, il faut innover. Il faut toujours vouloir innover. Et pour vouloir innover, il faut trouver. Il faut trouver des façons à le faire. Il faut être créatif. Il faut pouvoir parler et en discuter avec ceux avec qui vous travaillez. Merci, merci. Alors, passons maintenant à une autre question. Ici, on veut savoir, est-ce que la formation continue des enseignants de FLS prend en compte la diversité des élèves, leur niveau de compétence, parce que là, on sait qu'on est dans un milieu où est-ce qu'il y a beaucoup de langues. Donc, comment ceci peut être surmonté? Oui, je dirais que oui. Dans ces dernières années, beaucoup plus. C'est beaucoup plus à l'évidence. Je dirais qu'il y a un très grand effort à inclure l'éducation autochtone dans tout ce qu'on fait, même dans le programme FLS. C'est important de trouver. Et beaucoup de conseils de nos jours ont un conseiller pédagogique par rapport à l'éducation autochtone aussi. Donc, je dirais que ça, c'est une grande, c'est quelque chose que beaucoup de conseils mettent l'emphase dessus. Je dirais qu'il y a aussi la pédagogie sensible et adaptée à la culture. Donc, les élèves, et surtout si vous travaillez dans un conseil comme moi, dans le Greater Toronto Area, où on a des élèves de partout dans le monde, donc, c'est important de savoir qui est-ce qu'on enseigne et de pouvoir adapter ce qu'on enseigne à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils sont confortables. Donc, beaucoup de formations continues met l'emphase dessus. Et aussi, bien sûr, par rapport à l'éducation de l'enfance en difficulté aussi, il y a beaucoup d'emphase mise sur cela aussi. Merci, merci. Donc, ça, c'est rassurant, hein? Donc, on prend compte justement de cette diversité-là. Quel rôle les institutions scolaires, donc je parle des écoles, les commissions scolaires, les conseils scolaires, comme on dit aussi, quel rôle jouent-elles dans la promotion de la formation continue pour les enseignants de FLS et comment pourraient-elles l'améliorer? Bon, c'est la communication, je dirais. OK? Parce qu'il y a, et encore une fois, le fait que j'ai dit trouver, aller chercher, ça veut dire que peut-être quelque part, les conseils, au moins quand moi j'étais un enseignant, j'ai dû aller trouver, j'ai dû aller me renseigner. La communication par rapport à, OK, qu'est-ce qu'il y a? Et une chose que les institutions peuvent faire encore, c'est d'être d'aller chercher, d'aller trouver et d'encourager du monde à faire partie de ces formations continues. Donc, je prends un exemple là, je vais parler, surtout je parlais par rapport à la pédagogie sensible et adaptée à la culture. Je dis par rapport aux enseignants d'issus d'immigrants ou des enseignants racialisés. Moi, en tant que directeur adjoint, je fais un effort particulier dans la matière de leadership, d'aller voir des enseignants, d'avoir des relations, de bonnes relations professionnelles avec ces enseignants et de les encourager à penser au leadership, par exemple. Parce que je pense à mon propre parcours, je pense aux élèves qu'on enseigne et je me dis, oh, il y a un manque. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être précis, pour être explicite par rapport à encourager du monde. Donc, je pense que les institutions, ça c'est un exemple, les institutions de l'éducation peuvent faire mieux encore à savoir, OK,
qui va bénéficier de cette formation continue et d'aller les chercher, d'aller, comme on dit, encore une fois, j'ai l'expression dans ma tête en anglais, j'ai pas en français, but tap on the shoulder. Et d'encourager ces individus à y participer. Absolument. Donc, si je peux traduire, donc on veut vraiment voir les conseils, taper à l'épaule et dire, voilà, venez dans cette direction et peut-être même, pourquoi pas, accrocher des rôles de leadership aussi. Donc, de ne pas oublier personne. Donc, très belle remarque. Moi qui suis dans le domaine, je peux vous dire que, ben, pas le même élan, mais c'est vrai ce que vous dites. Dernière question maintenant. Quel conseil donneriez-vous aux enseignants de FLS pour maximiser l'impact de la formation continue sur leur pratique quotidienne et leur développement professionnel? Ouais, et je pense que je l'ai dit au cours de la soirée, Oui, c'est vraiment la collaboration et de ne pas avoir peur d'aller chercher et de se faire remarquer. C'est une bonne chose. Tant que le but, c'est quand on se fait remarquer, c'est pas pour nous. On se fait remarquer parce qu'on est en train de faire, on veut faire des choses pour améliorer l'enseignement pour nos élèves. Parce qu'à la fin, c'est eux. C'est eux qui sont au centre de ce qu'on fait. Ça doit toujours être eux. Alors, donc, quand un enseignant, comme moi, je vois un enseignant qui veut chercher, qui veut faire des choses, et ça se voit qu'ils veulent faire ça pour améliorer l'enseignement pour leurs élèves, c'est important. Et je remarque, je vois et j'encourage. Donc, et ça se fait en collaborant avec les autres. Donc, la collaboration est vraiment, n'ayez pas peur. Faites ce que votre cœur vous dit de faire. très bien. Alors, merci à Monsieur Yannick Anelas de nous avoir vraiment partagé beaucoup de pistes, pas seulement de solutions, mais de nous avoir partagé des conseils. Donc, merci beaucoup et au nom de la CEI, merci encore. C'était un plaisir. Merci.